J'ai toujours été en deux roues et il y a 2 ans, j'ai voulu passer vraiment à quelque chose de plus concret, donc j'ai acheté une grosse moto et par la même occasion, j'ai créé un groupe de bikers francophones en Israël. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est nous. En Israël depuis 19 ans, Raphaël Attar a fait des petits boulots, a fait beaucoup de choses. Il a évolué dans le monde de la musique, dans la photographie, dans l'art, bref, un personnage haut et en couleur. En plus, il est biker, donc on est ravis de l'accueillir. Raphaël Attar, bonjour. Bonjour. Alors, plein de choses à nous raconter sur ce parcours d'Alia. Tu es arrivé super tôt, tu avais 14 ans. Oui. C'est pas Exactement. commun, tout seul, sans tes parents. Oui, j'ai vu un prospectus une fois à l'école, justement d'un programme à Jérusalem pour le lycée en Israël, et j'ai proposé ça à mes parents qui depuis longtemps avaient envie de revenir, donc c'était un peu l'occasion d'avancer sans eux. Donc tu as fait Nahalé, je crois, c'était comme ça que ça s'appelait à l'époque. Ok, c'était la découverte d'un nouveau monde, toi qui venais d'une banlieue parisienne, Noisy-le-Grand, rien à voir. C'était un renouveau. En fait, c'était plutôt là que j'ai vraiment commencé ma vie, en fait. Ça veut dire quoi, commencer sa vie ? À l'âge où on commence à prendre conscience de beaucoup de choses, où on commence à se responsabiliser, et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Ça veut dire, tu as fait l'expérience quoi, du groupe, de ton identité juive, d'Israël, de tout ? De tout, exactement. Déjà, de rentrer d'essayer de s'intégrer dans un pays qu'on connaît pas forcément, à part peut-être en tant que touriste. En tant que touriste aussi, par tout ce que tu as raconté ton père, parce que je crois que ton père était israélien. Exactement. Mes 2 parents étaient israéliens et... oui, mais après, ça restait avec des yeux d'enfant. C'est ça. Là, c'est moi C'était idéalisé, on va dire. Là, c'est moi qui me retrouvais du jour au lendemain dans la réalité. Et... Il y avait eu des moments difficiles ? Oui, bien sûr. Ouais, à cette époque-là, de quoi, c'est quoi déjà, le manque de la famille, et finalement, on se retrouve très vite aussi à avoir un vrai manque, tout simplement, d'un cocon familial, d'avoir un endroit un peu à nous. Ouais. Voilà. Et pas forcément d'être toujours en groupe, quoi, d'avoir un endroit où on peut se détacher un peu. Ça, c'était compliqué. Ça, c'était compliqué à gérer. Bon, alors, tu as fini, on va dire, tes études dans cette institution. Tu as eu ton bac et puis, malheureusement, après, tu as dû rentrer en France parce que tu as perdu ton papa. Exact, c'est ça. Ça, c'était pas du tout au programme. C'était pas prévu. Et du coup, je me suis... Là, pour le coup... J'étais plus dans le cadre de Nahalé et je me suis vraiment un peu retrouvé seul au monde, quoi. Et donc j'ai toujours été très entouré en Israël, beaucoup d'amis, beaucoup de familles, mais là je me suis un peu retrouvé vraiment seul, et donc du coup je suis rentré en France pour être un peu avec ma maman qui du coup s'était retrouvée seule avec ma petite sœur. Ouais. Et pour moi essayer de trouver des bonnes bases pour repartir, en fait. Oui, parce que tu avais toujours en tête de repartir quoi qu'il arrive. Voilà, je ne voyais plus ma vie ailleurs qu'ici. Ça, c'est assez... parce que tu étais jeune, tu aurais pu changer plusieurs fois J'aurais pu, j'ai même eu, pendant les 2 ans et quelques que j'ai passé à Paris, j'ai même eu des opportunités qui auraient pu me garder là-bas, mais... Tu les as refusées. Ouais, je les ai refusées. Dans ma tête, je me laissais 2 ans maximum pour revenir. Et j'ai tenu. Bon, alors, quand j'ai dit tout à l'heure que tu étais un touche-à-tout, je n'ai pas menti, parce qu'en France, pendant les 2 ans où tu es resté, tu as fait un BTS informatique. Et puis, quand tu es rentré, tu avais depuis très jeune la passion de la musique. Tu t'es mis, on va dire, à travailler la nuit et à devenir DJ, en fait, un célèbre DJ, puisque tu bosses avec Samuel Dadi. Exactement. De Lala DJ. C'est ça, depuis voilà. 10 ans. Et tu bosses encore avec lui. Et je bosse encore avec lui, et même je pense que si demain on arrête, de toute façon, on sera toujours liés. Oui, c'est exactement, c'est comme ça que j'ai commencé dans le monde de la nuit, c'était à Paris, et vraiment par piston, mais dans les grands palaces. Ok. Place Vendôme,
où je faisais donc du coup 2 jours par semaine, un dans chacun. Et Là, c'était quand tu étais pendant tes 2 ans en France? pendant mes 2 ans en France. Ouais. Donc c'est comme ça que tu t'es formé, quoi. C'est comme ça que je me suis formé. Ouais. C'est comme ça que je me suis formé. Donc c'était vraiment ta passion. Bon, Ouais. alors, évidemment, pas facile de vivre seulement de ça, seulement des soirées, parce que voilà, c'est pas toujours évident. Donc tu as fait des tas de petits boulots. Et c'est sympa d'en parler parce que quand on fait l'ALIA, c'est souvent, quand on est jeune, c'est souvent le lot commun. Et il n'y a pas de honte à ça. Et on a une vie incroyable à travers ça. Je trouve vraiment que ça aide. Enfin, moi, ça m'a aidé pour l'intégration parce que c'est de voir en fait plusieurs choses très différentes. Bah, qu'est-ce que tu as fait comme petit boulot? Raconte-nous. Alors, j'ai commencé par être en France, donc occasionnellement, j'étais chauffeur de maître. J'ai pris toutes sortes de célébrités. Et du coup, arrivé en Israël, j'habitais à Ashdod et j'ai remarqué en fait qu'il n'y avait quasiment pas en dehors des taxis de transport pour tout ce qui est aéroport ou même de manière générale. Et donc j'ai ouvert une société de transport avec un ami. On faisait les navettes Ashdod aéroport et un peu dans tout le pays aussi. J'ai fait ça pendant 1 an, en parallèle du début des autres études. Et très vite, en fait, j'ai enchaîné les d'autres boulots comme je travaillais un peu sur les chantiers en tant qu'électricien ou encore rien à voir, travailler à la patinoire d'Ashdod quand il y en avait une. Voilà, j'ai été moniteur là-bas. Tu leur apprenais à faire du patin? Je leur apprenais à faire du patin. C'est le patin à glace, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et pendant mes 2 années en France, en fait, j'en ai fait énormément. Mais donc, pour, en fait, pour le kiff. Mais bien sûr, on se rend compte que chaque petit talent qu'on peut avoir ou chaque, on va dire, aptitude ici, c'est une carte d'entrée dans un monde. C'est une carte pour un boulot, quoi. Ça peut marcher. Exactement. Chauffeur de maître, c'était vraiment par hasard en France par un ami. Donc j'ai suivi la formation et après, du coup, j'ai conduit des voitures incroyable, et c'est ça en fait qui m'a donné l'idée ici de faire du chaque chose chaque idée emmène voilà vers autre chose. Alors ça, c'est une partie de tes petits boulots, et puis tu as aussi travaillé dans des boutiques, dans une boutique notamment de tableaux sur Freshman. Oui. Alors là, c'était une chose importante pour toi, ça a marqué une étape. Oui, c'était en fait un peu comme la musique quand j'étais enfant, que n'importe fois où j'entendais de la musique, ça réveillait en moi quelque chose. Là, c'était en fait de voir des tableaux comme ça. J'ai commencé à apprendre tout ce qui avait un lien avec le monde de l'image. Ok. Voilà, principalement la photo. Je me suis formé en photographie et ça m'a ouvert encore d'autres portes derrière. Voilà, parce que tu es tombé un peu amoureux de ça. Bon, en même temps, ça reste dans le même univers. Et tu as même organisé, tu as tellement aimé ça, l'image et la musique, tu as voulu mêler les deux. Vous avez organisé avec ton ami Samuel Dadi, qu'on salue s'il nous écoute, des expositions avec de la musique. Oui. Alors ça, c'est quoi? Des défilés? Non, c'est principalement des expositions d'artistes, des peintres, en grande majorité. En Israël? En Israël, oui. Okay. En Israël. Où du coup, pendant les expositions, on s'occupait de la partie musicale, mais forcément, on faisait partie de l'organisation générale, donc on a baigné dans toute la sphère de l'exposition. On pouvait s'imprégner de tout. Quand tu as découvert ce monde de l'image, t'en as fait quoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce que tu as eu envie de devenir photographe? Alors non, j'ai pas eu envie de devenir photographe. Okay. Je voulais apprendre vraiment, connaître techniquement tout ce que ça implique. J'ai essayé quand même de me développer, on va dire, ma signature artistique quand je faisais de la photo. Mais très vite, j'ai préféré tout simplement être assistant. Donc j'ai été assistant de plein de photographes et dans plein de sortes de shootings différents, que ça soit des shootings de mode comme dans l'événementiel pour tout ce qui est mariage, etc. Donc tu as fait plein de choses, tu as travaillé avec des photographes qu'on connaît bien? Récemment, pendant pas mal de temps, oui, au Black. Ok, on le salue aussi, bravo. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait avec lui? Avec Olac, j'étais principalement son assistant, mais c'est vrai que c'était un peu touche à tout et on a fait énormément de shootings à travers le pays et même en dehors. Ça pouvait être un shooting un shooting de mode pour une marque d'habits.
Et sinon, ça pouvait aussi être un shooting pour des expositions d'autres artistes dans le monde et aussi tout simplement faire des photos d'œuvres d'art en plein milieu du désert, au milieu de rien. Ouais, donc ça c'est hyper marquant. Ouais. Mais pendant tout ce temps, est-ce que tu continues à être DJ la nuit ? Oui, toujours. Pourquoi ? Parce que c'était pour ta subsistance ou c'était pour le kiff ? Vraiment pour le kiff. Là, dans tout ce que j'ai pu faire et dans tout ce que je voudrais continuer à faire, la musique restera indissociable de moi. Ouais, ça c'est la ligne rouge. Ouais. Enfin le fil rouge. Le fil rouge, exactement. Le fil rouge a toujours été la musique et je pense que le restera toujours. J'espère en tout cas. Ok. Alors, c'est pas évident non plus de trouver sa ville d'intégration. Alors toi, tu as énormément bougé. Tu as vécu à Jérusalem quand tu es arrivé pendant de nombreuses années. Oui. Aujourd'hui, tu vis où, à Bat Yam ? Aujourd'hui, je vis à Bat Yam. Et comment ça se passe pour toi ? Bat Yam, il y a un vrai avantage, ça reste vraiment la proximité à Tel Aviv et surtout c'est central. Après, je suis pas beaucoup dans la ville, en vrai. Mais c'est là que ma femme a voulu s'installer, donc j'ai suivi. Il y a des vrais avantages. Il y a des avantages, mais il y a aussi une population la population reste assez différente de tout ce que j'ai connu en Israël, principalement à Jérusalem en plus, mais... De quoi, les Russes et on sent vraiment, c'est pas palpable, mais en se baladant, on sent vraiment qu'il y a encore un petit côté mafieux. Ouais. Il y avait une réputation très sulfureuse à cette ville. Je pensais que ça allait mieux quand même. Je pense que ça va mieux, mais ça subsiste. C'est pas terminé. Non, c'est pas terminé. D'accord. Alors, j'imagine que les choses ont continué d'évoluer pour toi parce que les shootings et les boulots un peu comme ça par intermittence, tu les as arrêtés. Aujourd'hui, tu fais quoi ? Aujourd'hui, alors je continue toujours les soirées en parallèle. Ça oui, ça on a compris que je t'arrêterai pas. Aujourd'hui, je travaille pour une boîte israélienne qui s'occupe de faire tout le processus pour les juifs qui voudraient obtenir la nationalité portugaise. Donc ça, c'est ton activité principale. Ok. Et tu continues les soirées. Exact. Voilà. Et donc, voilà, la vie est bien remplie. Et en plus, tu as une autre facette de ta personnalité, tu es biker. Oui. Alors, est-ce que tu es biker depuis que tu vis en Israël ? Alors, oui, j'ai toujours été en deux roues, même en France, après le bac. J'ai toujours été en deux roues. Et il y a 2 ans, j'ai voulu passer vraiment à quelque chose de plus concret, donc j'ai acheté une grosse moto et par la même occasion, j'ai créé un groupe de bikers francophones en Israël. Alors c'est ça qui est intéressant parce que tu as l'air quand même très intégré et tu as fait beaucoup de choses, etc. Mais quand même, quand tu crées un groupe de bikers, tu aurais pu l'ouvrir à tout le monde. Tu as voulu que ce soit absolument réservé aux francophones. Pourquoi ? Alors déjà parce qu'il y a énormément de groupes israéliens qui existent. Donc qui sont plus ou moins... Enfin, on peut entrer dedans plus ou moins facilement. Il n'y a pas des très grosses conditions, mais surtout parce que, en fait, tout simplement, à une époque où je roulais quand même beaucoup et où j'avais envie de faire des sorties avec d'autres motards, j'aurais bien aimé qu'on me le propose, en fait. Et quoi, alors on ne te le proposait pas dans ces groupes israéliens ? Alors si, dans les groupes israéliens, beaucoup, mais ça reste une autre mentalité. Il y a aussi beaucoup de... C'est un jeu qui est aussi entre les groupes de motards, sur les styles de moto, sur les styles de sortie, etc. Et toi, tu voulais un truc plus simple ? Voilà, moi je voulais un truc plus simple, plus polyvalent, et pourquoi pas, tant qu'à faire, être entre francophones. Faut savoir que dans le groupe, on a de tout. On a des Français qui sont en Israël depuis très longtemps, comme vraiment des gens qui sont en Israël depuis moins d'1 an. Et pour beaucoup, n'ont pas forcément la langue. Okay. Donc, plus compliqué d'intégrer un groupe israélien à ce niveau-là. Voilà, c'était par facilité. Par facilité. D'accord. Alors, ça s'appelle les French Bikers. Ouais. Tu m'arrêtes si je me trompe. C'est quoi ? C'est un groupe sur Facebook, mais qui a une existence dans la réalité, évidemment. Voilà. Alors, à la base, c'était sur Facebook pour avoir une visibilité. Et en fait, on est très, très vite passé sur des groupes WhatsApp. D'accord. Il y a des sorties très souvent, donc principalement le dimanche, des sorties sur toute une journée.
Sinon, beaucoup de rassemblements le soir. Ça peut être loin, comme ça peut être vraiment très proche. C'est juste vraiment pour être ensemble. Il y a vraiment un groupe. C'est un peu Vous comme. Sortez à combien environ, qu'on se rende compte, quoi? Ça va vraiment de. Il y en a qui n'ont aucun problème à sortir à 2-3, mais sinon, c'est vrai que la majorité du temps, c'est une bonne dizaine. Une bonne dizaine de personnes. Donc, j'imagine qu'il y a de l'ambiance. Il y a de la musique quand vous sortez? Alors, moi, personnellement, j'ai de la musique tout le temps dans le casque. Ok. Non, on a eu quelques rassemblements dans un bar, particulièrement sur Tel Aviv, où effectivement c'était pour écouter de la musique. Pour écouter de la musique avec sa moto dehors. Bon, enfin, voilà. Vous faites plein de choses. En plus, je pense que tu as l'envie de développer ce groupe. Ça, c'est très important. Donc, si on a envie de te contacter, si on aime la moto, on a envie d'en faire avec toi. Eh ben là, il y a donc déjà par le groupe Facebook, le Friend Biker, il est accessible très facilement. Okay. Ça marche énormément par le bouche à oreille, c'est-à-dire que quelqu'un en Israël qui est motard et qui connaît d'autres motards, très facilement ils arrivent à nous. Les Français en Israël, enfin les francophones en Israël qui sont en deux roues, il n'y en a pas non plus des milliers. Et sinon, par téléphone, mon numéro est inscrit sur le groupe. Ok, bon, alors voilà, je pense que le message est passé. Si tu avais envie de résumer un peu ces 19 années déjà passées en Israël, tu dirais quoi? Diversifié. Diversifié? C'est vrai? Non, d'avoir fait plein de choses. Je pense bien rempli en tout cas. Ouais, tu penses que tu aurais fait pareil si tu étais resté en France? Non. Pourquoi? Non, parce que je pense qu'il y a en fait en Israël, ça reste, c'est pour ça que les gens le font d'ailleurs, ça reste beaucoup plus facile de pouvoir toucher à tout. On n'est pas enfermé dans un cadre, on n'est pas enfermé dans une routine pour ma part en tout cas, mais je trouve on n'est pas forcément enfermé dans des cases pour que ce soit très compliqué d'aller voir ailleurs ce qui se passe. C'est vraiment, tout est très accessible. DJ, bosser dans une start-up, faire de la moto, c'est ça. habiter à Bat Yam, travailler à Tel Aviv, enfin c'est tout à fait, tout est open. J'ai toujours beaucoup travaillé pour arriver aux choses qui me plaisaient. Bien sûr. Mais ça s'est toujours fait très facilement. Voilà, on rencontre quelqu'un qui nous fait rencontrer quelqu'un d'autre, ou en tout cas, chaque chose est accessible. Il n'y a pas besoin de passer forcément par 10 chemins pour y arriver. Qu'est-ce qu'il faut changer dans la tête pour que ça marche ici ? Déjà, je pense qu'il faut arrêter de réfléchir à ce qui se passe, comment c'est ailleurs. Oui, il y a beaucoup de pays où la vie est moins chère, il y a beaucoup de pays où il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles, mais c'est ici qu'on a décidé d'être. Et même si le système israélien et les Israéliens sont pas faciles forcément au quotidien, c'est quand même ici qu'il faut faire l'effort d'y être, enfin de faire l'effort pour y arriver en tout cas. Et donc déjà, commencer par pas voir comment ça peut être plus facile ailleurs ou comment l'herbe est plus verte ailleurs et se donner les moyens. Vous pensez que les francophones ont un rôle à jouer ? En Israël, bien sûr. Ouais, énormément. Comme beaucoup l'ont fait jusqu'à aujourd'hui. Moi, je sais que j'ai rencontré énormément de personnes en Israël. J'ai vu des gens qui ont fait des belles choses, qui ont des belles réussites, et je suis très admirable de ce genre de choses parce que je trouve ça génial en fait justement de pouvoir réussir Israël quand on se donne les moyens et quand on le fait avec amour. Eh bien, écoutez, en tout cas, moi j'étais ravie de t'entendre. Voilà, aujourd'hui, raconter ton parcours d'Alia. On te souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Voilà, on espère qu'elle sera fructueuse et surtout qu'il y aura toujours beaucoup de musique et de bikers. C'est ça. À bientôt en tout cas. Merci beaucoup. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.